Voici Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky qui s'avancent vers les pupitres et qui vont donc s'exprimer à l'issue, et il faut le noter, d'1 heure et demie d'entretien. Donc on nous avait annoncé grosso modo 30 minutes d'entretien, ça a duré 3 fois plus. Monsieur le Président, on va les écouter. Cher Volodymyr, en direct. les ministres, c'est parti. Messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un honneur d'accueillir de nouveau à Paris le président Volodymyr Zelensky. Merci, cher Volodymyr, d'être là. Et à travers vous, c'est à toute la nation ukrainienne que la France adresse un message d'amitié et de soutien qui est clair et sans ambiguïté. Nous sommes et nous resterons résolument aux côtés de l'Ukraine. Il en va de l'intérêt du continent européen et de notre sécurité. Depuis plus de 3 ans, l'Ukraine mène un combat qui dépasse ses seules frontières. C'est le combat de la liberté contre l'oppression, du droit contre la brutalité. Nous avons en effet changé d'ère et l'agressivité de la Russie ne constitue pas qu'un défi à l'ordre global et à la stabilité du monde. Elle impacte aussi très directement notre sécurité en Europe. Nous sommes depuis quelques semaines dans une phase décisive pour parvenir à mettre un terme à la guerre d'agression de la Russie. Je salue ici l'initiative du président Trump qui vise à aboutir au plus vite à une diminution puis à une cessation des hostilités dans un séquençage qui doit nous aider à parvenir à une paix solide et durable qui garantisse la sécurité de l'Ukraine et la stabilité sur notre continent. Et ces dernières semaines, nous avons très régulièrement échangé avec vous, cher Volodymyr, Monsieur le Président, comme avec le président américain Donald Trump et avec nombre de collègues que nous retrouverons d'ailleurs demain sur ce sujet. À Jeddah, le 11 mars dernier, l'Ukraine a clairement exprimé aux États-Unis son accord pour un cessez-le-feu complet et sans conditions préalables pour une durée de 30 jours, alors même que c'est elle qui est victime de l'agression. Nous attendons le même engagement de la part de la Russie. Ces derniers jours, les États-Unis ont échangé, grâce à l'hospitalité de nos amis saoudiens que je tiens à saluer, avec la Russie et l'Ukraine afin de faire cesser dans un premier temps les frappes sur des infrastructures énergétiques et de travailler à un cessez-le-feu en mer Noire. Ces mesures peuvent constituer un premier pas vers un cessez-le-feu plus large, ouvrant la voie à la construction d'une paix qui garantisse la sécurité de l'Ukraine, même si je constate la volonté aujourd'hui clairement établie par la Russie de réécrire ou de réinterpréter ce qui aurait été discuté ou agréé en listant de nouvelles conditions. Loin de prouver qu'elle veut vraiment la paix, la Russie continue de fait, jour après jour, de frapper intensément le territoire ukrainien, y compris des cibles civiles. Ces frappes, nous les condamnons et elles doivent absolument cesser. Au total, là où vous avez su, Monsieur le Président, prendre le risque de la paix, en proposant et en acceptant ce cessez-le-feu de 30 jours en air, mer et sur les infrastructures civiles, à date, la Russie n'a apporté aucune réponse solide et par ses actes, elle a montré sa volonté de guerre et de continuer l'agression. Nous avons pris des décisions importantes lors du dernier Conseil européen et l'approche de la paix par la force est celle que nous continuons à poursuivre. Et c'est pourquoi la discussion que nous venons d'avoir, que nous continuerons tout à l'heure, et le sommet que nous tenons demain pour bâtir cette paix solide et durable pour l'Ukraine et pour l'Europe, va nous permettre d'aborder plusieurs points. D'abord et avant toute chose, le soutien immédiat à l'Ukraine. Nous devons le poursuivre. Il est nécessaire pour continuer la résistance. Et j'ai pu annoncer aujourd'hui 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien de la France sur le plan militaire à l'Ukraine. La France, depuis le début, vous le savez, apporte des capacités qui répondent aux besoins prioritaires des forces armées ukrainiennes. Et nous avons préparé une aide supplémentaire avec des missiles anti-chars Milan, des moyens de défense aérienne comme des missiles Mika qui équipent les Mirages qui ont été livrés ou encore des missiles de défense solaire Mistral. Pour tenir sur le front, les armées ukrainiennes recevront également des blindés VAM, des chars AMX-10RC, mais également de nombreuses munitions, dont certaines téléopérées ou des drones. Et nous avons aussi avancé sur les coopérations en matière satellitaire ou d'intelligence. Et ce soutien sera complété également par des productions d'équipements en Ukraine grâce aux partenariats noués avec nos entreprises de défense.
Ces 2 milliards d'euros de soutien, c'est une part de ce premier volet, et notre volonté demain est de mobiliser tous les partenaires qui seront présents pour continuer ce soutien immédiat à l'Ukraine. Le deuxième élément de la discussion portera sur le cessez-le-feu durable, en s'assurant qu'il puisse être observé et respecté. Ce sera une partie importante des travaux que nous mènerons demain avec nos collègues européens pour précisément bâtir ce séquençage, un cessez-le-feu mesurable de court terme, les discussions politiques et ensuite paix qui pourra être consolidée et pleinement suivie. Le troisième élément de discussion concernera le format futur de l'armée ukrainienne. Car la première garantie de sécurité pour l'Ukraine de demain, une fois la paix signée, ce sera d'avoir un format d'armée crédible qui permette de dissuader toute nouvelle agression et de résister éventuellement à de nouvelles attaques de l'armée russe. Et nous aurons l'occasion de revenir en détail demain sur ce volet. Le quatrième élément, ce seront les forces de garantie dans le cadre d'un accord de paix, non pas sur la ligne de front, mais en deuxième rideau, comme une réserve stratégique, si l'on peut dire, pour aider à dissuader toute nouvelle agression russe, là aussi. Les travaux des chefs d'état-major ces dernières semaines ont permis de progresser sur la planification de propositions d'options solides. Ce sera aussi une part des discussions de demain. Tels seront les 4 éléments qui structureront nos échanges demain et dont l'objectif, vous le voyez bien, est de permettre à l'Ukraine de maintenir la situation sur le terrain et de résister à l'agression russe, mais aussi de construire les éléments crédibles de cette paix durable que nous appelons de nos vœux, quelle que soit l'évolution des discussions. En tout cas, je veux ici le redire avec force, la France poursuivra son engagement. Elle le fera en soutien des efforts américains, en concertation avec ses partenaires européens et alliés, et avec une détermination qui ne faiblira pas. Nous avons toutes ces dernières semaines, je l'ai dit, échangé en permanence avec le président Zelensky, j'ai échangé quasiment quotidiennement avec le président Trump aussi, et nous avons mené un travail très étroit avec nos partenaires britanniques, avec qui le travail s'est fait main dans la main, et avec aussi nos principaux partenaires européens, qui seront présents autour de nous demain. Je veux être très clair ce soir, la Russie ne saurait avoir un droit de regard sur le soutien que nous apportons et que nous apporterons à l'Ukraine, ni ne saurait dicter les conditions de cette paix durable. Parce qu'il en va de la souveraineté de l'Ukraine et parce qu'il en va de la sécurité de tous les Européens. Monsieur le Président, cher Volodymyr, vous recevoir ce soir est à nouveau pour nous un privilège. Vous incarnez la résistance d'un peuple qui refuse de plier face à l'inacceptable, face à la force brute ou au fait accompli. Et cette résistance force le respect de tous les Européens. Elle force le respect des Françaises et des Français, parce que nous savons aussi que c'est de notre sécurité dont il s'agit. C'est pourquoi vous pouvez compter et pourrez compter sur le soutien et l'engagement de la France à vos côtés, parce que l'Ukraine mérite la paix, et que pour vous avoir vu ici, un soir de décembre 2019, dans une discussion à l'époque avec le président Poutine et la chancelière Merkel, j'ai vu combien vous vous battiez pour préserver cette paix. Et je ne laisserai réécrire aucunement l'histoire par certains. Il n'y a qu'un agresseur, et il n'y a qu'un résistant. L'agresseur, c'est la Russie. Le résistant, c'est vous. Et les Européens, comme les Américains, n'ont pas d'autre choix que celui de leur histoire, du respect du droit international et du respect de leur propre sécurité. Merci d'être là. Et nous serons là aussi. Merci beaucoup pour ce soutien. Merci beaucoup, cher Emmanuel, pour ton amitié et ton soutien pour l'Ukraine. Chers présents, mesdames et messieurs, chère France, tout d'abord, je voudrais te remercier personnellement, Emmanuel, et toute la France pour un soutien inchangé et surtout très sensible de l'Ukraine. Nous apprécions beaucoup d'avoir un ami comme toi, Emmanuel,
comme toute la France. Aujourd'hui, beaucoup de choses peut et doit être fait pour une sécurité en Europe, nos concitoyens, et ensemble avec la France et tous les partenaires en Europe et dans le monde. C'est un moment important pour l'histoire. La façon dont les leaders actuels déterminent le système de sécurité pour l'Europe, pour des générations à venir. C'est là-dessus que nous travaillons actuellement lorsque nous travaillons au nom de la protection contre l'agression russe pour établir une paix stable, pour des garanties viable de notre sécurité en Europe. Aujourd'hui, avec le président de France, nous avons eu un travail bilatéral. Nous préparons également la rencontre de demain avec nos autres amis, nos partenaires européens. Et avec chaque rencontre de ce genre, notre interaction devient de plus en plus concrète et notre coopération de coalition des volontaires pour défendre nos peuples et la sécurité collective. Je voudrais tout d'abord souligner les efforts d'Emmanuel Macron et les efforts de la France pour nous aider maintenant, pour nous aider à nous défendre contre les frappes russes. En particulier, et je t'en ai déjà parlé aujourd'hui, c'est ce sont vous, mais c'est déjà les nôtres, vos mirages, nos mirages, les avions de combat, et je te remercie beaucoup qui ont été fabriqués en France. Je vous remercie particulièrement pour ces avions. Ils sont devenus déjà une partie intégrante de notre système de défense dans les airs et nous permettent de nous défendre contre les Shahed et d'autres structures volantes. Nous allons continuer à augmenter le nombre de mirages. Merci beaucoup pour tous les projets de défense pour l'Ukraine. Nous avons déjà discuté de la situation du front. Nous allons continuer à parler de nos besoins concrets et sur comment nous pouvons terminer cette guerre. Je remercie beaucoup pour le nouveau paquet de défense venant de France pour l'Ukraine. Nous nous sommes mis d'accord sur ce paquet de 2 milliards de dollars. C'est un paquet très important. Il a été déjà détaillé par Emmanuel, mais d'autres éléments, je pense, seront commentés par nos ministres de la Défense. Deuxième chose, Emmanuel est parfaitement au courant de nos discussions avec les Américains, ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Et il y a quelques jours, nos délégations ukrainiennes et américaines ont discuté des régimes de cessation de feu en ce qui concerne l'énergie, les secteurs énergétiques et la mer Noire. Les questions à caractère technique demeurent. Le monitoring, tout d'abord. En ce qui concerne la mer Noire, la situation est plus complexe. Moscou essaie d'inscrire des conditions supplémentaires dans cet accord, donc préconditions, et nous espérons que la partie américaine assurera le caractère inconditionnel de silence au-dessus de la mer. Depuis 12 mars, il y a une proposition de la partie américaine sur le silence dans les airs, sur le sol et dans les mers. Pour l'instant, la Russie refuse cette cessation inconditionnelle de la guerre. C'est la preuve que la Russie ne veut pas mettre fin à la guerre et elle joue la montre. Donc il faut continuer à maintenir la pression sur la Russie. Ce n'est pas le moment de l'affaiblir ou d'affaiblir notre unité. Nous avons besoin davantage de mesures concertées pour assurer la paix juste et stable. Les sanctions à l'encontre de la Russie doivent rester en vigueur et doivent se renforcer tant que l'occupation russe durera. Pour chaque frappe de la Russie, toute tentative de la Russie de faire durer la guerre demande une réponse. Et cette réponse ne pourra être qu'une nouvelle pression, de nouvelles sanctions. En Moscou, on ne comprend pas d'autre langage que le langage de la force, c'est un fait. Par conséquent, l'Europe, les États-Unis, le monde entier a besoin d'avoir suffisamment de force pour se défendre et défendre les intérêts de la paix. Je remercie et je suis reconnaissant à toutes les personnes en Europe qui nous aident, nous les Ukrainiens, l'Ukraine, dans la défense pour obtenir la stabilité, la prévisibilité de notre potentiel de défense. Il est important que chaque pays européen puisse développer son potentiel de défense, la base scientifique, la composante technologique dans la défense. Plus de choses seront produites en Europe, plus
calme sera notre vie en Europe. Je remercie tous les pays pour leurs investissements dans l'industrie de défense en Ukraine, pour la coproduction avec notre complexe militaire industriel. Nous avons déjà discuté avec Emmanuel comment ensemble nous pourrons augmenter notre production, notre force industrielle. Cela concerne différentes choses, à partir de forces de défense antiaérienne jusqu'à l'artillerie. Nous avons chargé le ministère de Défense de détailler ces questions et d'assurer leur exécution. Bien sûr, nous comptons et nous misons sur la diplomatie, mais seule la diplomatie basée sur la force peut être forte de tous les partenaires. Et c'est ça le sens de notre travail, de la rencontre de demain. Nous attendons des décisions nouvelles et fortes. Il est temps de passer vers un contenu fort de nos discussions quant aux garanties de sécurité et la présence en Ukraine d'un contingent de nos partenaires. Il y a des questions concrètes en ce qui concerne le contingent, la participation des partenaires qui pourraient être réglées demain, en tout cas sera discuté. Et aujourd'hui, avec le président français, nous avons décidé de charger nos représentants militaires de se réunir et ensemble avec le partenaire de travailler sur certaines questions concrètes. Je remercie tous ceux qui nous aident. En particulier, je voudrais encore une fois te remercier, cher Emmanuel, pour ton soutien personnel. Je vous remercie. Merci à la France. Gloire à l'Ukraine. Passons désormais aux questions. Bonsoir, messieurs les présidents. Une question au président Zelensky. Bonsoir, monsieur le président. Une question sur ce que vous attendez demain des Européens comme force de réassurance pour assurer la sécurité de l'Ukraine et éventuellement une capacité d'assurer que le cessez-le-feu soit respecté. L'un de vos conseillers a dit aujourd'hui, à Paris, nous ne voulons pas de force de maintien de la paix, nous voulons des soldats qui soient prêts à faire la guerre, prêts à combattre. Alors qu'attendez-vous précisément de cette force? Quel type de soldats voulez-vous et pourquoi faire? Est-ce que vous avez confiance, par ailleurs, dans la parole des États-Unis et dans le soutien américain? Et est-ce que l'Ukraine peut continuer à faire la guerre et à résister sans le soutien militaire des Américains? Et une question pour le président Emmanuel Macron. Monsieur le Président, vous avez vous aussi parlé de force de réassurance. Que dites-vous à ce conseiller ukrainien qui dit « Nous ne voulons pas de force de maintien de la paix, nous voulons des soldats prêts à se battre ». Quelle force envisagez-vous pour l'Ukraine? Est-ce que c'est une force de maintien de la paix? Est-ce que c'est une force combattante? Et que se passerait-il si le cessez-le-feu était violé? Est-ce que cela veut dire que les soldats envoyés en Ukraine, en deuxième rideau, comme vous l'avez dit, seraient amenés à combattre? Merci. Je vous remercie. On m'a dit qu'il y aurait une question. Là, on a entendu 3 ou 4 en un, pas en une question. Ce que nous attendons demain, en principe, Emmanuel a dit déjà notre agenda que je soutiens entièrement. Il y a une question de renforcement de l'Ukraine aujourd'hui, mais aussi renforcement de l'Ukraine demain. En ce qui concerne demain, je ne vais pas en parler aujourd'hui, car il s'agit des paquets séparés, une stratégie de soutien de chaque partenaire, et après que le détail sera rendu public, nous pourrons communiquer là-dessus. En ce qui concerne le soutien de l'Ukraine et de garanties de sécurité, demain nous allons discuter de certaines questions. Nos représentants de nos états-majors ont travaillé pendant tout ce temps, pendant quelques semaines, ils ont discuté du contingent, de leur format, qu'est-ce qui peut être fait, quelle quantité, etc. Et ce qui est possible de faire et ce qui est impossible de faire pour eux. Cette infrastructure n'est pas simple. Demain, il y aura beaucoup de représentants de différents pays. Et je pense que la question la plus importante serait de savoir qui est prêt à s'engager. Et donc, je ne peux pas dire pour l'instant, il est trop tôt de parler de ce que accepteraient de faire les contingents. Je suis étonnée qu'un de mes conseillers qui est constamment en contact avec vous, j'aimerais bien savoir de qui il s'agit. Je pense que c'est une personne très influente puisqu'elle parle de contingents. À vrai dire, personne ne veut
prolonger cette guerre et surtout à faire impliquer un pays dans cette guerre. Le contingent est important pour le contrôle. Et le contingent, c'est d'abord la composition et la force militaire. Mais il serait là pour contrôler la situation, pour assurer le monitoring, pour mettre en place les entraînements communs et rendre impossible tout désir de la Russie de revenir avec une nouvelle vague d'agression. D'autres instruments dont disposeraient ces contingents dans le ciel ou dans la mer et sur le sol, il est trop tôt pour en parler. En ce qui concerne de la confiance à l'égard des États-Unis, et pourrait-on sans leur aide? D'abord, nous avons eu plusieurs discussions, notamment en Arabie Saoudite, qui nous a permis de débloquer l'aide américaine dont nous avons besoin. Je ne voudrais pas parler de pourcentage de nos besoins. Nous en avons besoin, donc chaque demi-% est important lorsqu'on se bat pour son indépendance contre l'agresseur russe. La deuxième question, en ce qui concerne l'échange des renseignements, nous en avons besoin pour défendre en premier lieu notre population civile contre les frappes sur l'énergie, sur les infrastructures civiles, et donc l'échange de ces informations sont également importantes pour nos forces armées. Donc, ces choses-là ont été débloquées. Nous avons fait des pas importants. Le président américain a débloqué. Nous sommes reconnaissants à la partie américaine pour cela. Ce n'est pas rien. Ensuite, en ce qui concerne les cessations de feu, nous en avons déjà parlé beaucoup aujourd'hui. Nous espérons et nous croyons que l'Amérique aura suffisamment de force d'obliger Poutine à un cessez-le-feu inconditionnel. Je vous remercie. Bien. La Russie veut quoi? Conquérir le maximum de territoire en Ukraine. L'Ukraine veut quoi? Les libérer. Notre souhait, c'est qu'une paix solide et durable se fasse. Est-ce que la question territoriale sera intégralement réglée? Ça fera partie de la discussion. Mais elle sera très difficile. Et donc, il y aura immanquablement, à l'issue de cette discussion, une ligne de front, avec des territoires occupés. Cette situation, nous la connaissons. Face à cette situation, il faut qu'il y ait un mécanisme qui permette de garantir la non-violation de ce cessez-le-feu. En tout cas, qui permette d'observer les choses. Alors, soit c'est un mécanisme ad hoc, et par les observations satellitaires, on sait dire qui fait quoi. Soit, je vous rappelle, c'est ce qui a prévalu entre 2014 et 2022, ce fut l'OSCE qui était chargé de regarder les violations. Ça n'est aujourd'hui pas le souhait du président, on en parlera en détail demain avec les partenaires, mais ça peut être une option. Ça peut être aussi un mandat des Nations Unies qui déploierait à ce moment-là des troupes de maintien de la paix, avec une opération ad hoc. Ça n'est pas cela dont on parle quand on parle de garantie de sécurité. Et il faut faire ce distinguo parce que sinon la confusion s'installe à chaque fois. Sur la ligne de front, ce ne seront pas des troupes européennes qui seront déployées. Sur la ligne de front, qui sera l'une des résultantes de l'accord de discussion, il y aura les belligérants d'hier des deux côtés, donc il y aura d'un côté les armées russes, de l'autre côté les armées ukrainiennes. Et ça fera partie des discussions, dès qu'un cessez-le-feu provisoire sera décidé, ça fera partie des discussions pour une paix durable, de savoir quel est le mécanisme potentiellement de maintien de la paix, de suivi ou de surveillance. On en parlera demain. C'est pas à nous de le préempter, c'est à nous d'apporter de la rassurance là-dessus et peut-être un cadre et un soutien si le choix qui est fait par l'Ukraine est celui des Nations Unies. Mais ça, c'est le cadre d'opérations de maintien de la paix éventuellement et de ce qui se passe sur la ligne de front. Ensuite, pour garantir la sécurité, ce qui n'est pas la même chose que maintenir la paix, pour garantir la sécurité, qui est au fond de se dire, si demain la Russie, comme elle l'a fait à chaque fois, je vous rappelle, venait à reprendre une opération dans 3 ans, dans 5 ans, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui fait qu'on ne reproduit pas les erreurs d'hier? Première chose, le format de l'armée ukrainienne. C'est la première chose. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui, de fait, la plus grande armée d'Europe. Et donc, tout le travail qu'on a commencé, qu'on va poursuivre, c'est de se dire quel est le format d'armée ukrainienne et quelles sont les capacités dans la main de cette armée ukrainienne qui lui permet de dissuader une nouvelle agression russe ou de résister à celle-ci.
Et donc là, c'est un travail à la fois militaire, programmation, de formation, capacitaire et de soutien dans la durée à cette armée des Européens, parce qu'en quelque sorte, elle est l'avant-garde de notre sécurité collective. Ça, c'est le premier levier de la garantie de sécurité que j'ai bien distingué d'une opération de maintien de la paix. Et ensuite, ce sur quoi on travaille, pour donner aussi des cartes à nos amis ukrainiens, ce sont d'autres formes de garantie de sécurité en soutien, ces fameuses forces de garantie ou de réassurance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des forces européennes, sur une base, sur des choix nationaux, pourraient être amenées, et ça fait partie de la discussion, on donne notre disponibilité. Ça dépend des discussions qu'il y aura, mais c'est une carte à la main du président. Pourraient être amenées à tenir des positions dans la zone de paix, en territoire ukrainien. Et donc le but de ces forces armées ne serait ni d'être sur la ligne de front, ni d'être engagées au premier jour face aux forces russes, mais d'être des forces qui dissuadent là aussi les Russes de réattaquer et qui, en tenant des villes importantes, des bases stratégiques, marquent un soutien clair de plusieurs gouvernements européens et alliés. 2, permet d'avoir peut-être des soutiens logistiques ou de la formation sur sol aussi ukrainien. Et 3, indique très clairement que s'il y avait une agression généralisée à nouveau contre le sol ukrainien, ces armées seraient de fait attaquées. Et ensuite, c'est le cadre d'engagement qui est toujours le nôtre. Nous avons des soldats qui, quand ils s'engagent et sont déployés, sont là pour réagir et répondre aux décisions du chef des armées. Et s'ils sont dans une situation de conflit, d'y répondre. Et je ne vois pas pourquoi on se poserait des questions sur l'Ukraine qu'on ne s'est jamais posé ailleurs quand on a été déployé à bien des égards dans un cadre qui est clair. Donc on n'est pas sur le front, on n'est pas pour aller se battre, mais on est là pour garantir une paix durable. C'est une approche pacifiste. Et les seuls qui déclencheraient à ce moment-là un conflit, une situation belliqueuse, ce seraient les Russes s'ils décidaient une nouvelle fois de lancer une agression. Voilà le cadre strict sur lequel nous sommes en train d'avancer avec, c'est un texte franco-britannique, il y a eu tout un travail qui a été fait par les chefs d'état-major à Londres, à Paris, et sur lequel on va poursuivre. Voilà la clarification entre ces différentes missions et ce sur quoi nous serions engagés. En vérité, ce sont des cartes qui sont aussi à la main des Européens et des Ukrainiens dans une négociation qui, à un moment, va arriver. Bonsoir, Nina Kolomiec, Canal Inter. Selon les résultats des pourparlers que le Kremlin a rendus publics, on voit que Moscou essaie de pousser la levée des sanctions contre les conditions de sécurité en mer Noire. Trump a déclaré qu'il allait étudier cette proposition. Monsieur le Président Macron, vous et vos collègues européens, que pensez-vous de ces exigences russes? Avez-vous discuté de cet aspect avec le président Trump, puisque vous avez dit que vous avez des contacts étroits avec eux? Et quelle est la position de votre État quant à cette exigence de la Russie? La question connexe, donc un autre président, M. Zelensky, comment l'Ukraine considère ces nouvelles exigences russes et est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en face? Est-ce que vous avez discuté peut-être aujourd'hui de ces exigences russes? Écoutez, bon, d'abord, ces derniers jours, on a dit tout et n'importe quoi sur la mer Noire. Ceux qui ont fait de la mer Noire un théâtre de bataille, qui ont fragilisé les routes du commerce international, et en particulier pour alimenter l'Afrique ou ailleurs, ce sont les Russes, les seuls. À plusieurs reprises, nous avons dégagé des chemins de paix, des routes céréalières, avec un engagement que je veux saluer ces dernières années de la Turquie, qui a un rôle tout particulier quand il s'agit de la mer Noire, de par les traités internationaux. Mais quand j'entends que ce seraient les Européens ou d'autres qui auraient une responsabilité sur ce qui s'est passé en mer Noire, c'est une drôle de façon de réécrire l'histoire. C'est totalement faux. Maintenant, qu'on avance, c'est très bien. Ça fait partie de la proposition qui a été agréée par le président Zelensky, cesser le feu en mer, dans les airs, sur les infrastructures civiles. Donc il faut que les Russes y viennent. Mais c'est un cessez-le-feu temporaire, partiel, qui doit permettre de commencer à discuter une paix durable. Et pour moi, la question des sanctions, elle doit rentrer dans le cadre de ce règlement de la paix durable et solide. Et donc, j'adhère au concept de paix par la force, posé par le président Trump lui-même. Comme il est cohérent, je le connais, la paix par la force, c'est pas de commencer par enlever les sanctions.
avant d'avoir reçu ou vérifié quoi que ce soit. Donc je pense que la question des sanctions, elle viendra à un moment donné. Mais pour le moment, je vois un pays qui a été agressé, qui a déjà fait un geste d'accepter un cessez-le-feu sans condition de 30 jours, et de l'autre côté, l'agresseur qui lui met des conditions et n'a même pas accepté cela. On ne va pas lever les sanctions. Ou alors ça veut dire qu'on part en capilotade. Donc non, la question des sanctions viendra, mais elle viendra en temps voulu, dans le règlement d'une paix solide et durable, et donc c'est beaucoup trop tôt. Noterez, si la Russie dit demain qu'elle revient aux frontières internationalement reconnues, respecte les choses, évidemment les sanctions seront levées. Au fond, les sanctions, ça ne dépend que du choix d'agression de la Russie, et donc ça ne dépend pour les lever que du choix de la Russie à se conformer au droit international. Merci pour votre question. Nous considérons que pour l'instant, il est trop tôt d'affaiblir les sanctions, de les relâcher. Nous en avons discuté avec tous nos partenaires, y compris les États-Unis. Nous avons également discuté avec les pays d'Asie. Nous avons parlé avec l'Union européenne pour qu'au contraire, on prépare de nouveaux paquets de sanctions tant que la Russie ne veut pas finir cette guerre. On a besoin de ces nouveaux paquets tant qu'ils ne veulent pas finir la guerre. Et la levée des sanctions, c'est une étape suivante. C'est notre avis. Dans l'agenda de nos rencontres avec les Américains en Arabie Saoudite, il n'y a pas eu de question de sanctions. Et c'est ce qu'a dit Emmanuel. Donc c'était une rencontre dans un pays, mais nous avons eu 3 déclarations. Donc il n'est pas facile de démêler les choses, mais dans notre agenda bilatéral, nous avons soulevé les questions de cesser le feu dans le ciel et dans les mers, l'échange des prisonniers civils et militaires et les enfants, donc le retour des enfants. Nous avons également parlé de cessation de toute frappe sur toute structure civile et les partenaires américains semblaient nous soutenir, mais après, nous n'avons pas, donc ils n'ont pas reçu le soutien de la partie russe dans ces questions. Donc c'est la raison pour laquelle la question des sanctions pour nous, l'Arabie Saoudite, n'a pas été soulevée. Et donc pour nous, ça veut dire que quelqu'un a parlé de quelque chose, ça ne nous concerne pas. D'accord. Merci. Bonjour, Anya Nussbaum de Bloomberg. Une question pour le président français. Vous avez évoqué donc un nouveau package de 2 milliards. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il consiste et à quelle échéance il sera disponible? Et je crois que vous n'avez pas exactement répondu à la question de mon confrère sur est-ce qu'on peut aujourd'hui faire confiance à l'administration Trump qui avait promis un cessez-le-feu, un deal rapide et qui finalement aujourd'hui propose et s'engage vers un cessez-le-feu aujourd'hui incomplet, comme vous l'avez dit également. Alors, d'abord, je ne ferai pas de procès d'intention. Je pense que l'administration américaine a engagé des discussions et que tout ce qui permet de contribuer à une paix, à condition qu'elle soit, encore une fois, solide et durable, est bon. Moi, j'attends la fin de la négociation. Et surtout, nous avons notre rôle à y jouer. C'est tout le travail utile qu'on fait depuis plusieurs semaines. D'abord, par le contact permanent que nous avons avec les Américains, pour que les conditions de sécurité dans la durée des Ukrainiens soient pris en compte et que les nôtres aussi soient pris en compte. Et ensuite, pour nous, faire tout notre travail, parce que, quoi qu'il arrive, on a les quatre éléments que je vous ai détaillés qui seront au cœur des échanges de demain. Mais on doit continuer aussi longtemps qu'il n'y a pas de cessez-le-feu à soutenir l'Ukraine dans sa résistance. On doit véritablement travailler chaque détail du cessez-le-feu et de son respect, qu'il soit temporaire et après quand ce sera la paix durable, et on doit bâtir ces garanties de sécurité. Donc on est au travail, et il est trop tôt pour répondre à cette question de manière définitive. On est au travail, on est engagé, on fait part de nos exigences, et on avance. Mais je pense que tout ce qui permet d'aller vers la paix est une bonne chose, donc je ne ferai pas de procès d'intention à qui que ce soit. Pour ce qui est des 2 milliards, les ministres pourront les détailler, mais je vous ai déjà donné une partie de capacité. Nous avons des capacités qui sont disponibles dans nos stocks et qui sont encore délivrables. Et ceci parce que nous avons aussi en permanence des matériaux qu'on rachète à travers notre loi de programmation militaire. C'est exactement ce qu'on a fait par exemple avec les Mirages. On accélère le renouvellement. Et donc tout ce qu'on rend disponible, on le propose dans les catégories qui sont utiles
à nos partenaires ukrainiens, et parce que ces 3 dernières années, on a acquis une intimité, on sait ce qui est utile, ce qui marche sur le combat. Bon. Et donc, on a un premier bloc, pour quelques centaines de millions, de capacités qui sont en stock, qu'on peut livrer très vite. On a ensuite toutes des capacités, c'est-à-dire des véhicules blindés, c'est-à-dire des missiles, c'est-à-dire des Césars, qui sont là des choses qu'on fait produire par nos industriels et qu'on achète. Et donc ça fait partie de ce mécanisme d'économie de guerre. Et donc ça, ce sont des choses qui sont livrées. Certaines sont en train d'être prêtes, d'autres vont arriver dans les semaines à venir. Et donc on a un calendrier, on priorise selon les besoins. Et puis après, on a des capacités d'observation satellitaire ou autres, qui font partie de cet ensemble. Et puis enfin, on a des coproductions, c'est-à-dire qu'on finance avec cette enveloppe, pour partie, des coproductions de drones, d'instruments qui sont utiles, et pour accélérer les délais, là aussi les ministres regardent ça de manière très fine, et bien de permettre à nos industriels d'aller coproduire avec des partenaires ukrainiens, ce qui permet d'aller parfois beaucoup plus vite, de réduire les coûts et d'être au plus près du théâtre d'opération. Donc voilà les catégories qu'il y a dans ces 2 milliards d'euros qui ont été valorisés. Le Président, la conférence de presse est terminée. Merci à tous. Le Président est attendu pour répondre bien français. Merci beaucoup.